Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube La Prof Caregrier où je vous partage mes cours sous forme de vidéos en gestion comptable et financière. Ici, il s'agit d'une vidéo de comptabilité approfondie et je vais vous parler de l'imposition, de la comptabilisation, de l'imposition des bénéfices réalisés par les sociétés, ce qu'on appelle l'IS. Attention, c'est bien une vidéo de comptabilité et non pas de fiscalité. Je ne vais pas développer la fiscalité des sociétés soumises à l'IS. Point de vue de l'organisation de cette vidéo, je vais rappeler quand même les grandes règles d'imposition des entreprises. Je ne vais pas trop rentrer dans le détail, mais quand même, on va partir sur un postulat de base. On verra comment est-ce qu'on détermine l'IS, comment est-ce qu'on calcule l'IS, comment est-ce qu'on le liquide, c'est-à-dire qu'en fait, comment est-ce qu'on le paye, la comptabilisation du coût de ces différentes étapes. Ce qui est important aussi, c'est de connaître les informations à mettre en annexe. Et puis, pour vous aider à bien comprendre tout ça, je vous proposerai, vers la fin de la vidéo, une application avec à suivre sans corriger. Voilà, je vous laisse vous installer. Vous aurez besoin d'un plan de compte, une calculatrice, papier, crayon. On commence juste après ça. Alors parlons des règles différentes qui existent sur l'imposition selon le type d'entreprise. En fait, on a en France deux catégories de sociétés, ce qu'on appelle des sociétés de personnes et des sociétés de capitaux. Dans les sociétés de personnes, ce sont les personnes qui sont imposées à l'impôt, alors que dans les sociétés de capitaux, c'est l'entreprise en tant que telle qui est soumise à l'impôt. Donc il faut savoir qu'en termes d'imposition en France, il y a une réforme importante qui a eu lieu en 1914 où on a créé l'impôt sur le revenu, qui s'est continué vers une réforme sur l'imposition des entreprises en 1917. Et donc c'est depuis cette période-là que tout un chacun paye des impôts en fonction de son revenu, pas de ses signes extérieurs de richesse, pas de sa propriété, mais en fonction de ses revenus. Et donc, proportionnellement à ses revenus, c'est-à-dire qu'en France, l'impôt est là pour financer et répartir aussi les richesses, c'est-à-dire qu'en fait, on ne paye pas des impôts en fonction des services publics dépensés, utilisés, on paye des impôts en fonction de la richesse gagnée durant la période. Et donc, l'État utilise comme ça l'impôt comme un outil de redistribution de richesses. L'impôt est donc un outil de politique économique et fait l'objet chaque année d'une réglementation qu'on va retrouver dans la loi de finances. Voilà, ceci étant dit, nous, on va donc s'intéresser à l'IS, à l'impôt sur les sociétés. Donc on va rester dans le cadre de sociétés de capitaux qui sont soumises à l'IS ou de sociétés de façon générale qui peuvent éventuellement opter pour l'IS. Ceci étant dit, maintenant on va voir comment est-ce qu'on détermine l'impôt sur les sociétés. Donc le point de départ, c'est de bien comprendre que l'imposition, l'impôt qu'on va payer, on va déterminer un résultat fiscal et on va appliquer un taux d'imposition à ce résultat fiscal. Reste à savoir comment est déterminé ce résultat fiscal. En France, et c'est bien particulier quelques pays tels que la France, on a ce qu'on appelle un principe d'alignement du résultat fiscal sur le résultat comptable. En effet, lors de la réforme, je l'ai dit 1914 jusqu'à 1917, lorsqu'on a réglementé et quand on a mis en place le système de l'impôt général sur revenu, la question qui s'est posée, c'est comment calculer ce fameux revenu, que ce soit pour des entreprises ou des salariés. Donc pour les entreprises, on s'est dit, en fait, il existe déjà une certaine réglementation. Il existe déjà une réglementation qui impose aux entreprises, aux sociétés commerciales, de tenir une comptabilité. Et donc, comme elles tiennent une comptabilité, elles définissent un résultat comptable. Et donc, en France, on a décidé, le fisc a décidé de se baser pour déterminer son résultat fiscal sur le résultat comptable. Donc, ça, c'est le point de départ, c'est très important à comprendre. Le fisc dit, déjà vous calculez le résultat comptable, et puis nous, on va un petit peu le modifier, on va en déduire le résultat fiscal. Et le fait de procéder comme ça a quelques conséquences notoires. Du coup, le résultat fiscal, on a dit, on part du résultat comptable, on va rajouter ce qu'on appelle des réintégrations, donc en fait, on va augmenter un peu ce résultat comptable, et on va soustraire, donc on va avoir des déductions. Et donc, le résultat fiscal, la base, c'est le résultat comptable, mais on a dit on va l'augmenter un peu, le diminuer un peu en fonction d'un certain nombre de règles. Règles, je vous ai dit tout à l'heure, qui sont votées chaque année dans la loi de finances annuelle.
C'est règles qui permettent d'équilibrer le budget et d'être un outil de politique économique. On est en 2022, typiquement, là, dans tout ce qui s'est passé avec le Covid, un certain nombre de règles fiscales ont été prises pour des aides aux entreprises, des déductibilités supplémentaires, ce qui fait que ce calcul de résultat fiscal a été impacté par les nouvelles règles de la loi de finances. Alors, si on revient un petit peu sur le calcul, si on rentre un petit peu dans le détail, que vous compreniez pourquoi on a des réintégrations et des déductions. Donc les réintégrations, on va les mettre en orange et les déductions en vert. Donc les réintégrations, elles viennent augmenter le résultat comptable. Qu'est-ce qu'on va retrouver? On va trouver des charges qui ont été mises en comptabilité. Donc une charge vient réduire le résultat comptable, donc elles sont dans le calcul de résultat comptable, mais que le fisc n'accepte pas comme étant déductible en fiscalité. Donc on va rajouter ces charges comptables non déductibles. On va de la même façon rajouter des charges comptables qui sont déductibles fiscalement, mais pas sur cette période-là, sur une autre période. C'est-à-dire qu'en fait, on va avoir comme ça des décalages temporaires entre la charge comptable et la charge fiscale. Comptablement, on l'a enregistrée en N, fiscalement, elle sera acceptée qu'en N+1, par exemple. Et troisième exemple, eh bien, ce sont des produits qui, en comptabilité, n'ont pas été comptabilisés, c'est-à-dire que comptablement, on considère que ce ne sont pas des produits, et qui sont analysés fiscalement comme des produits. Donc même si la fiscalité s'aligne sur la comptabilité, c'est le point de départ, elle prend quand même d'une réglementation qui est différente de la réglementation comptable. Donc on a une connexion, mais on n'a pas un parallélisme exact. Pour ce qui est des déductions, on va avoir cette fois-ci des charges qui ont été comptabilisées sur une période, mais qui n'étaient pas déductibles, qui deviennent déductibles. Ça dépend de la période, dans le sens où on a le décalage. On a des produits qui ont été comptabilisés, parce que comptablement, ça représente une création de richesse, mais que le fisc considère comme des produits non imposables. Donc c'est plutôt pour aider, c'est plutôt en faveur des entreprises, un petit coup de pouce fiscal. Et puis des produits qui ont été comptabilisés, mais qui en fait d'un point de vue imposition vont être étalés, c'est-à-dire que comptablement on l'a comptabilisé en N, mais fiscalement on va considérer qu'il y a un petit bout qui sera imposable en N, un petit bout en N+1, N+2, N+3, N+4, voilà. Donc on va comme ça étaler des produits. Donc ça c'est les grandes catégories de retraitement du résultat comptable pour aboutir au résultat fiscal. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est comment on calcule l'IS à partir de ce résultat fiscal. Alors, il faut savoir que ces dernières années, le taux d'imposition a évolué assez fortement. Il n'y a pas si longtemps, le taux d'imposition était 33 un tiers, donc 1 tiers %, 33,3333%. Je vous mets là dans la vidéo un lien si vous voulez aller voir les informations à jour. Il n'y a rien de mieux que le site gouvernemental impôts.gouv. Donc je vous mets le lien pour que vous trouviez exactement là où vous vouliez. Et donc ce qui nous intéresse, c'est l'évolution de ces dernières années. On est en 2022, début 2022, donc je vais vous donner les informations de 2021 et de 2022. Donc, pour tout ce qui concerne les PME. Alors déjà, il faut savoir que d'un point de vue fiscal, la PME, elle est définie. Donc en fait, une PME, c'est une entreprise, entre autres, qui n'est pas une filiale, qui est indépendante. C'est-à-dire que c'est réglementé au niveau fiscal. Donc je vous laisserai, si ça vous intéresse, aller voir dans votre cours de fiscalité. Donc toutes les PME qui ont un chiffre d'affaires qui est inférieur à 7,63 millions d'euros vont bénéficier d'un taux d'imposition de 15% jusqu'à un résultat de 38 120 €. Et donc en 2021, c'est 26,5% de là. Et à partir des exercices ouverts depuis le 1er janvier 2022, donc pour les exercices ouverts entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2022, c'est 25%. Donc généralement, c'est ce taux-là qu'on retient. Je vous ai dit, on était à 33 un tiers avant, donc ça fait quand même une belle baisse. Pour les entreprises de taille moyenne, donc entre un chiffre d'affaires entre 7,63 millions d'euros et 250 millions d'euros, on est à 26,5% pour les exercices ouverts en 2021. Pour les exercices ouverts à compter de 2022, ce sera 25%.
Et pour les sociétés au-delà, qui ont un chiffre d'affaires au-delà, c'était à 27,5% en 2021 et en fait on est à 25% en 2022. En fait 2022 c'est la fin de la période d'évolution, de réduction des taux d'IS. Il faut savoir que voilà, c'est une baisse qui a eu lieu pendant 4 ans. On a baissé au fur et à mesure et donc là on arrive à l'objectif qui était d'atteindre des taux d'IS, des taux d'imposition de 25%. Alors pourquoi est-ce qu'on a voulu baisser les taux? Alors certes, ça permet de réduire évidemment les coûts des entreprises, donc ça pour la compétitivité et pour les entreprises c'est plutôt une bonne chose. Et puis il faut savoir aussi que nos entreprises, notre pays en fait, il est en concurrence avec d'autres pays entre autres européens et pas que. Et donc, certaines entreprises regardent un petit peu pour leur implantation, regardent un petit peu l'imposition, et donc c'est un critère de choix. Donc, on suppose, d'un point de vue de politique économique, que de baisser les impôts peut aussi avoir des conséquences sur l'implantation des entreprises multinationales sur le territoire français. Et on sait tous que lorsqu'une entreprise s'implante sur le territoire français, elle va embaucher et donc, si tout va bien, elle fera des bénéfices et elle paiera des impôts. Donc en fait, c'est du gagnant-gagnant. On baisse les impôts d'un côté, le taux d'imposition de l'autre, en espérant qu'on ait plus d'entreprises qui s'installent sur le territoire français. Donc voilà, à retenir, exercice ouvert de 2022, c'est 25% pour tout le monde. À rajouter quand même, sauf pour les PME, une contribution sociale de 3,3%. Donc ça s'ajoute à cet impôt, c'est-à-dire qu'on va calculer le montant de l'impôt et je vais rajouter 3,3% à ce montant d'impôt. Les PME n'y sont pas soumises. Voilà, et en fait c'est un petit peu, alors c'est pareil, ça évolue ces dernières années un petit peu, c'est pour éviter qu'il y ait trop de différences s'il y a l'optimisation fiscale, et donc on fait payer un petit peu plus les entreprises qui ne sont pas des PME, pour éviter de trop grandes distorsions en fait au niveau de l'imposition. Maintenant, qu'en est-il du paiement de l'impôt? Quand est-ce qu'on va devoir payer cet impôt? Alors, point de vue du paiement, en fait, on va payer 4 acomptes plus le solde. Alors, on va essayer de représenter un petit peu tout ça. On va travailler sur plusieurs exercices comptables. On va avoir donc l'exercice N-2 qui est il y a quelques temps, l'exercice N-1 qui est un petit peu avant. L'exercice en cours, ce sera l'exercice N, donc du 1er janvier au 31 décembre. On va partir du cas simple où on a un exercice comptable qui coïncide avec l'année civile. Et donc, après le 31 décembre N, on arrive à l'exercice N+1. Vous voyez un petit peu la chronologie de ce qui va se passer. On paye 4 acomptes. Les dates des acomptes sont faites tous les 3 mois. On commence le 15 mars N. Et donc le 15 mars N, on va payer, comme on a 4 acomptes, un quart de l'impôt. Sauf que généralement, le 15 mars N, je ne connais pas le montant de l'impôt, c'est un acompte. Donc évidemment, je ne connais pas le montant de l'acompte correspondant à l'exercice N, mais généralement, le 15 mars, je ne connais même pas le montant de l'IS de l'exercice N-1. Donc généralement, je connais l'IS lié à l'exercice N-2. Donc le 15 mars, je paye mon acompte qui correspond à un quart de l'IS de N-2. Au 15 juin, je connais généralement l'IS de N-1 et donc je vais payer un acompte basé sur l'IS de N-1. Je vais faire de même le 15 septembre et le 15 décembre. L'exercice clos, je calcule ce qu'il y a à calculer, ça prend un petit peu de temps, c'est comme la période d'inventaire, ça ne dure pas un jour. Et donc je continue, donc j'arrive à l'exercice N+1 et donc en exercice N+1, je vais attendre d'avoir le montant de mon résultat comptable de N pour en déduire le résultat fiscal de N et donc le montant de l'IS de N. Et donc, je vais payer cette fois-ci le solde au 15 mai N+1. Solde qui est donc bien calculé à partir de l'IS de l'exercice N. Alors attention, on aura bien quand même, avant, dès le 15 mars N+1, on aura à payer l'acompte concernant l'exercice N+1, qui lui, ce sera le premier acompte, donc il sera calculé sur l'exercice N-1, puisqu'au 15 mars, donc on n'aura pas encore l'IS de l'exercice N. Voilà, alors si on écrit un petit peu tout ça, donc le premier acompte, c'est donc un quart de l'IS N-2, ou, si on le connaît, de l'IS N-1. Le deuxième acompte, c'est donc un quart de l'IS N-1. Mais
en plus, on va rattraper par rapport au premier acompte. Il faut en fait que, au niveau du deuxième acompte, après avoir payé le deuxième acompte, on ait payé la moitié de l'IS de N-1. Troisième acompte, je paye un quart. Quatrième acompte, je paye un quart. Hein, donc l'idée, c'est ici, là, si on regarde, à la fin de mon deuxième acompte, ici, il faut que j'ai payé la moitié et après l'autre moitié. Et puis enfin, on a dit on solde l'IS, donc on regarde combien on doit payer sur N, on regarde combien on a déjà versé d'acompte, et donc on verse le solde qui est ici en bleu foncé. C'est la différence entre combien je dois payer sur N, combien j'ai versé d'acompte correspondant au calcul de N-1, et donc je paye le solde. Alors, rentrons maintenant pour les comptables, ça va vous rassurer un peu, au schéma de comptabilisation de cette IS. Donc, on va comptabiliser dans un premier temps les paiements, les acomptes. Je paye donc l'État, le tiers compte de la classe 4, le tiers État c'est 44. Donc, lorsque je paye mes acomptes, je vais enregistrer une sortie de trésorerie. Donc, je crédite tout naturellement le compte 512 banques et je fais rentrer cet argent pour l'État, compte 444, État, impôt sur les bénéfices. Hein, c'est un acompte, une avance en fait sur ce que j'aurai à payer. On fait ça pour tous les acomptes, et puis lorsqu'on paye le solde, ben en fait c'est le même principe, le même schéma d'écriture. Encore une fois, je paye, hein, mais c'est juste que c'est pas pour le même montant, donc toujours je débite 444, l'État me doit entre guillemets quelque chose, et je crédite banque, j'ai l'argent qui sort. Maintenant, concernant la charge de l'impôt, hein, je suis à l'inventaire, j'ai déterminé mon résultat comptable. De ce résultat comptable, j'en déduis un résultat fiscal et du coup, le fisc me dit, bah voilà, vous devez payer tant d'impôts. Principe de rattachement des charges au produit, cet impôt, il découle de mon activité de l'exercice, il doit donc être comptabilisé durant l'exercice. Il s'agit en fait d'étudier. En France, on a deux façons de comptabiliser la charge d'impôt. On a la méthode qu'on appelle l'impôt exigible et on a une deuxième méthode qui s'appelle la méthode de l'impôt différé. Les deux consistent en fait à rattacher l'impôt à l'exercice qu'il a vu naître, mais avec deux analyses différentes. Le principe de l'impôt exigible, c'est la méthode qui est appliquée par les entreprises dans les comptes sociaux, hein, qui est majoritaire en France. Le principe est de dire, durant mon exercice comptable, j'ai comptabilisé, enfin j'ai généré un résultat comptable et donc un résultat fiscal et donc une charge d'impôt. Le fisc me dit que je dois payer tel montant d'impôt, c'est donc ça que je vais comptabiliser en charge. Et donc en fait, je vais avoir dans ma comptabilité l'impôt qui est déterminé par le fisc sur la base du résultat fiscal. Le deuxième raisonnement, le raisonnement de l'impôt différé, il est de dire, mais on m'a dit que le taux d'imposition était 25%, ce qui est généré par ma comptabilité, c'est un résultat comptable. Et de ce résultat comptable, je vais pouvoir déterminer un impôt théorique lié à ce résultat comptable. Toujours le principe de rattachement des charges au produit. Et donc, dans le principe de l'impôt différé, la charge que l'on va comptabiliser, c'est un impôt théorique qui est calculé sur la base du résultat comptable. Et donc, on va comptabiliser cette charge d'impôt théorique et liée au décalage temporaire entre l'imposition à la comptabilité et l'imposition en fiscalité, je vais comptabiliser en plus ce qu'on appelle des impôts différés. Cette méthode des impôts différés, elle est utilisée dans les comptes consolidés parce qu'entre autres, on applique le référentiel IFRS. Donc en comptabilité internationale, c'est ce qu'on va utiliser. C'est-à-dire que dans ma comptabilité, je vais comptabiliser une charge d'impôt théorique que je vais corriger d'impôts différés, c'est-à-dire d'impôts différés actifs ou d'impôts différés passifs, donc des informations que je vais mettre au bilan, pour dire, voilà, théoriquement, j'aurais dû avoir ça comme charge d'impôt. De par des décalages entre comptabilité et fiscalité, je vais avoir des évolutions entre l'impôt exigible et l'impôt théorique. Voilà, nous, ce qui nous intéresse pour la comptabilité approfondie, au niveau DCG, c'est la méthode de l'impôt exigible qui dit donc que dans ma comptabilité, je comptabilise en impôt l'impôt qui est issu de ce que me dit le fisc ou de ce que j'ai calculé en se basant sur le résultat fiscal.
le schéma d'écriture est donc le suivant. Alors, on va faire simple déjà. J'ai un bénéfice. Et donc, si j'ai un bénéfice, je vais donc comptabiliser une charge d'impôt. On a fait le choix en France de considérer que cette charge d'impôt était classée dans les charges exceptionnelles. Alors, ça peut se discuter, c'est pas souvent des choses que l'on retraite lorsqu'on fait de l'analyse financière, parce qu'on considère que en analyse financière, ça fait partie de l'activité normale de l'entreprise que de réaliser des bénéfices et donc de payer des impôts sur les bénéfices. C'est pas ce traitement-là qui est préconisé, ce classement-là qui est préconisé par le PCG. Donc on enregistre dans un compte 695, impôt sur les bénéfices, et donc quelque chose que je dois à l'État. J'ai donc une dette envers l'État, 444, État, impôt sur les bénéfices. Parfois, on a certains produits qui sont imposables fiscalement sur plusieurs années. C'est-à-dire qu'en fait, on en a parlé tout à l'heure rapidement sur les décalages entre comptabilité et fiscalité. Mon produit, il est comptabilisé, mais il sera imposable fiscalement, pas uniquement cette année, mais sur les années suivantes. Dans ce cas-là, je sais que je vais avoir une charge d'impôt future. Principe de prudence, je vais donc constater une provision pour impôt. Donc, compte de dotation-provision, caractère d'exploitation, au compte 155, provision pour impôt. En fait, c'est pour la partie restante à étaler. C'est-à-dire que la première année, généralement, il y a un petit bout quand même du produit qui est imposable, mais les années suivantes, je vais avoir une partie qui est encore à étaler. Donc, je sais que je vais avoir une charge future d'impôt, donc je comptabilise pour cet impôt futur. C'est bien l'impôt qu'on provisionne, ce n'est pas le montant des produits. Donc ça, c'est si le résultat est bénéficiaire, c'est-à-dire qu'on a des impôts à payer. Maintenant, dans certains cas, surtout en situation de crise, les entreprises sont parfois en situation où leur résultat fiscal est déficitaire. Et là, vous allez me dire, pas de chance, ils ne sont pas en bonne forme, et donc tout va bien, ils ne paieront pas d'impôts. Eh bien, ça va même au-delà de ça. Lorsqu'on a un résultat fiscal déficitaire, on va pouvoir faire ce qu'on appelle un report en avant. C'est-à-dire qu'on a payé une avance, et donc liée à cette avance, elle va me permettre de compenser les charges d'impôt futures. Elle va me permettre de compenser ce que j'aurai à payer comme impôt plus tard. Donc, ce que j'ai versé à l'État le garde, et quand j'aurai des impôts à payer, il le déduira des montants des impôts que j'aurai à payer. Dans le cas d'un report en avant, c'est-à-dire que j'attends les années suivantes, donc j'espère quand même, je suppose en fait du coup que je vais faire des bénéfices, puisque si je ne fais pas de bénéfices, j'aurai de l'argent comme ça et je ne pourrai rien en faire. Donc, je fais un report en avant, et donc dans ce cas-là, il n'y a pas d'écriture comptable à faire. On verra les années suivantes. Ça ne change pas ma charge, c'est juste le montant en termes de trésorerie. Il existe quand même un autre choix. Cet autre choix, c'est ce qu'on appelle le report en arrière. Le principe du report en arrière des déficits est de dire j'avais payé des impôts l'année d'avant. Là, je fais des pertes, parce qu'on ne peut pas compenser les pertes de cette année avec le bénéfice de l'année d'avant. C'est un petit peu le principe. Donc, on va reporter en arrière nos déficits. On va compenser, un petit peu comme ça que ça s'appelle, les impôts que j'ai payés l'année dernière avec les pertes de cette année. Dans ce cas-là, vous voyez, il y a une écriture. Donc, on va utiliser le compte 699. Donc, en fait, c'est, si vous préférez, un compte 695 avec un 9 en troisième position. C'est un compte de charge, mais c'est un compte de charge qu'on crédite. Donc, on va mettre un 9 en troisième position. Et en plus, regardez, c'est un compte de charge, parce que les comptes commencent par la compte de la classe 6, mais il s'appelle produit. Donc, pour s'y perdre, c'est un petit peu facile. Sur ce carryback, ça s'appelle aussi carryback en anglais, il faut savoir que la créance, elle est utilisable pendant 5 ans. Donc, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va reporter en arrière à hauteur maximale soit de 1 million d'euros, soit de l'IS de l'année précédente. Donc, on va reporter en arrière ce qu'on peut, et si on ne peut pas tout reporter, eh bien, le reste sera naturellement reporté en avant. Sera naturellement reporté en avant pendant 5 ans. Si au bout de 5 ans, on n'arrive pas à utiliser cette créance sur l'État, on peut demander le remboursement de cette créance sur l'État.
Alors, pour compléter ces schémas d'écriture, je voulais vous parler de la comptabilisation des crédits d'impôt. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un crédit d'impôt? Contrairement à ce qu'on a vu précédemment, le crédit d'impôt ne vient pas modifier le résultat fiscal. Il vient directement modifier le montant de l'impôt dû. Et donc, on a deux cas de figure. Le premier cas de figure, je peux imputer mon crédit d'impôt sur l'IS, c'est-à-dire que je dois payer 5 000 €, j'ai un crédit d'impôt de 1 000, donc je n'aurai à payer que 4 000. Dans ce cas-là, c'est assez simple, il n'y a pas d'écriture comptable, c'est le montant de l'IS en lui-même qui sera réduit, donc il n'y a pas de comptabilisation particulière. Mais dans certains cas, j'ai un crédit d'impôt, mais je ne suis pas soumis, enfin je ne dois pas payer d'impôt. Hein, donc je suis non imposable et j'ai un crédit d'impôt. Dans ce cas-là, ce crédit d'impôt me sera payé par l'État ou viendra en déduction des impositions futures. Donc en fait, on va retrouver une écriture comptable qui correspond au carry-back un petit peu avec le même schéma. Donc le crédit d'impôt correspond cette fois-ci à une créance d'impôt. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va comptabiliser en débit une créance envers l'État. Donc l'État me dit qu'il me doit de l'argent, c'est le crédit d'impôt, et donc moi je vais comptabiliser, alors dans un compte de la classe 6, hein, comme précédemment, avec un 9 en troisième position, mais ça s'appelle produit, le compte, alors 699.1 ou 699.2, le compte n'existe pas, l'idée c'est de dissocier le carry-back du crédit d'impôt, donc le compte produit crédit d'impôt, pour le montant du crédit d'impôt. Ce montant va venir donc en déduction des futurs impôts payés. Et puis, si besoin, si je suis vraiment dans une situation compliquée, je peux demander le paiement de ce crédit d'impôt. Pour terminer, pour que ce soit bien complet sur ces informations sur l'impôt et sur le traitement comptable, il faut savoir que lié à ces impôts, un certain nombre d'informations importantes sont à mettre en annexe. Quelles sont ces informations à mettre en annexe? On va devoir expliquer la répartition qu'il y a au niveau de l'IS entre le résultat courant et le résultat exceptionnel. Les bases de calcul, les taux d'imposition, les crédits d'impôt, qu'on voit un petit peu comment ça se répartit, quel est l'impôt réellement dû à l'exploitation d'entreprise, quel est l'impôt dû à une situation exceptionnelle. Du coup, ça permet de savoir qu'est-ce qui est reproductible. On va préciser, s'il y a besoin, les différentes corrections de valeur sur les actifs. Hein. On a peut-être pu réévaluer les actifs, soit actifs circulants, soit immobilisation, liés à des considérations fiscales. Troisième chose importante, on doit préciser quelle est la partie du résultat qui résulte de décisions de gestion qui sont liées, on va dire, à l'optimisation fiscale. Hein, c'est-à-dire qu'en fait, dans votre résultat, il y a un certain nombre d'opérations comptables finalement que vous avez prises sous des considérations fiscales, et donc vous allez expliquer combien, comment, etc. En particulier, il s'agit en fait d'expliquer le montant qu'il y a en provision à réglementer, avec les amortissements dérogatoires et tout ça. Préciser le montant des dettes et créances d'impôts différés, donc décalage d'imposition entre comptabilité et fiscalité. Et enfin, si vous avez fait des reports en arrière, préciser le montant des créances qui sont liées à ce report en arrière. Voilà pour les informations à mettre en annexe. Pour synthétiser tout ça, je vous propose qu'on se lance dans une application. Évidemment, à la suite, je vous propose le corriger. Sinon, si ça fait trop long, vous faites pause, vous arrêtez, vous revenez après et vous refaites l'application. Voici donc l'application. Ça s'affiche, voilà. On est sur une société, c'est une PME, Ravi. C'est une société anonyme. Elle clôture ses comptes selon l'année civile, donc au 31 décembre. On vous donne son résultat fiscal de N-2, 120 000 €, et on vous dit que le montant de l'IS était de 40 000. En N-1, le résultat fiscal était de 180 000 €, mais attention, on ne le connaît que le 20 mars de l'année N, et donc ce résultat fiscal de 180 000 € a donné lieu à un impôt de 47 700. Et donc en année N, on vous donne un résultat comptable de moins 100 000. On vous dit le montant des réintégrations fiscales de 50 000, le montant des déductions fiscales de 70 000, et on va travailler avec un taux d'imposition de 25 %. On considère qu'on est sur un chiffre d'affaires qui est supérieur à 8 millions d'euros, et pour des questions de simplification, on ne s'occupera pas de contributions additionnelles. Les questions sont les suivantes. On va essayer de déterminer les différents acomptes d'IS pour l'année N. On va ensuite comptabiliser ces acomptes. On va en déduire le montant du résultat fiscal imposable pour N, et donc le montant de l'IS pour N.
Et enfin, l'entreprise, suite au montant du résultat fiscal, décide de faire du carry-back. Et donc, on va essayer de comptabiliser cette opération du carry-back. Voilà ce que je vous propose pour vous aider à tout comprendre. Donc, vous avez essayé de faire, première étape, on va donc corriger le calcul des différents acomptes d'IS. Donc, le 15 mars, je paye un premier acompte, qui est d'un montant d'un quart, j'ai 4 acomptes, donc un quart à chaque fois, du montant de l'IS que je connais, et je connais que celui de N-2, c'est-à-dire de 40 000. Donc, premier acompte, 10 000 euros. 3 mois plus tard, je connais maintenant l'IS de l'année d'avant, qui est de 47 700. Il faut donc qu'à la suite du deuxième acompte, j'ai payé la moitié des 47 700. Il faut que premier acompte plus deuxième acompte, ça fasse la moitié de 47 700. Donc, il faut que mon deuxième acompte, ce soit la différence entre la moitié des 47 700 moins ce que j'ai déjà payé, le premier acompte. Donc, il faut, pour ajuster, que je paye 13 850 euros. Le troisième acompte est plus simple, c'est un quart des 47 700, c'est 11 925. Et le quatrième acompte, c'est le même montant de 11 925. Point de vue maintenant de la comptabilisation. On va retrouver 4 schémas d'écriture identiques, sauf qu'ils sont pour des montants différents et à des dates différentes. Donc, premier exercice, première écriture, le 15 mars pour le premier acompte de 10 000. 3 mois plus tard, deuxième acompte de 13 850. Je paye le troisième acompte de 11 925 le 15 septembre. Et enfin, le dernier, le 15 décembre, pour toujours 11 925. Il s'agit ensuite de s'intéresser au montant réel à payer en N. On nous donne pour ça le résultat comptable, qui n'est pas très favorable, puisqu'il est négatif à hauteur de 100 000 euros. On va donc, à ce résultat comptable, rajouter les réintégrations fiscales, donc plus 50 000. Et on va déduire les déductions fiscales, donc moins 70 000. Donc on obtient un résultat fiscal de moins 120 000 euros. On a donc un déficit. Du coup, on devrait avoir, si on reste sur notre raisonnement de impôt égale taux fois résultat, un impôt théorique de 30 000 euros. C'est en fait une créance d'impôt. Et donc, ce que l'on va faire, c'est qu'on va, ici on nous dit, faire un carry-back. Alors attention, on va quand même vérifier les conditions. On sait qu'un carry-back n'est possible qu'à hauteur de l'IS de l'année précédente. Or là, on avait un IS de 47 700. Donc, super, on va donc pouvoir réduire le montant de l'impôt à payer de 30 000 euros. Comptabilisation de ce carry-back, de ce report en arrière, on va donc comptabiliser un produit, mais qui a un compte de charge de 30 000, le montant du report en arrière, c'est-à-dire du taux d'imposition fois notre perte fiscale. Donc on va débiter 444 État impôt sur les bénéfices et on va créditer 699 produits report en arrière des déficits. Si on regarde un petit peu quand même les conséquences de tout ça, première chose, si on se positionne au niveau du bilan, on a payé nos 4 acomptes, donc qu'on a enregistré, qu'on a comptabilisé comme étant une créance sur l'État de 47 700, et là, on enregistre une deuxième créance sur l'État de 30 000. Donc finalement, on a une créance sur l'État ici de 77 700. C'est-à-dire qu'on a payé en trop 77 700 euros. Donc il faut espérer, quelque part, que l'année suivante, on ait des impôts à payer pour compenser. Du coup, on n'aura pas de trésorerie à sortir. Au niveau du résultat, on a enregistré un produit, donc notre résultat a augmenté de 30 000 euros. Il vient en partie, en fait, réduire la perte de nos résultats comptables. Vous vous souvenez, on avait un résultat comptable de moins 100 000, donc on n'a pas comptabilisé ici, mais suite aux écritures comptables qu'on a passées, on fait réaugmenter le résultat de 30 000. Donc en fait, le résultat, il n'est plus dans la comptabilité négative à hauteur de 100 000, mais uniquement les 100 000 déductions faites d'impôts. Donc 75% des 100 000. 70%, ça aurait été mieux. J'ai un doute sur mon 30 000 en fait. Au niveau du compte de résultat, cette fois-ci, l'impôt sur les bénéfices, ici 699, eh bien, vient apparaître en négatif pour les 30 000 de report en arrière.
Voilà donc pour cette vidéo de comptabilité sur l'imposition des bénéfices des sociétés. L'idée, c'était pas de vous faire un cours sur comment est-ce qu'on calculait ou déterminait l'impôt sur les sociétés, mais bien juste de voir les conséquences comptables. Les conséquences comptables qui nous intéressent, elles sont à deux endroits en particulier, à savoir comment est-ce qu'on comptabilise les acomptes et comment est-ce qu'on comptabilise le report éventuel en arrière. Voilà, si vous avez des questions, l'espace commentaire est là. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir les prochaines vidéos. Je vous souhaite bon apprentissage et à bientôt.